Bonjour à tous, nous sommes très contents de vous retrouver ici lors de ce Veritech Trip. Je suis Charlotte Letamendia, Product Manager chez OVH Cloud sur le stockage. Et aujourd'hui, on va vous parler de vos données et comment sécuriser vos jeux de données. Alors, je vous entends déjà souffler parce que souvent la sécurité, c'est synonyme de contrainte. Ça résonne comme une contrainte dans nos têtes, mais si vous êtes là, ici dans cette salle, à 17h30, c'est que quelque part, vous vous sentez concerné et vous savez au fond de vous que c'est quelque chose d'important. Donc nous, ce qu'on souhaite faire lors de ce talk, c'est de vous partager des pratiques très simples pour que vous ayez des réflexes, pour rendre la mise en place des règles de sécurité facile. Pour cela, je suis accompagnée de Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour, je suis Laurent et je suis le Product Owner de l'offre Object Storage S3 chez OVH Cloud. Et dans la deuxième partie de ce talk, je vais vous faire une petite démonstration. Donc je suis DevSecOps. Je travaille pour une entreprise qui marche bien, j'ai de la chance. Et donc je développe des applications, je mets en place des plateformes. Et j'accompagne donc mon entreprise qui grandit, qui collecte de plus en plus de données, tout type de données, des médias, des données d'utilisateurs. Je génère des factures, je mets en place un site web, j'ai des logs techniques, j'ai des analytics, je fais mes backups. Et tout ce jeu de données, il grandit au fur et à mesure que mon entreprise se développe. Alors je veux me concentrer moi sur mon business, là où j'ai de la valeur ajoutée. Et je délègue la gestion de mon infrastructure à mon cloud provider, OVH Cloud, pour me concentrer là où j'ai de la valeur ajoutée. Mais j'ai conscience quand même qu'au fur et à mesure que je me développe, toute cette donnée que je collecte, que je génère, que je sauvegarde également dans ces différentes versions au fil du temps, toute cette donnée, elle a de la valeur et elle grossit. Hein, aujourd'hui, on pense que les volumes de données, tous les 18 mois, doublent. Donc cette donnée, elle a de la valeur et j'ai conscience que mon écosystème, au fur et à mesure que je me développe, que je me déploie dans d'autres régions, mon écosystème se complexifie et je suis concernée par les risques qui m'entourent. Et je veux continuer à travailler sereinement sans me soucier de ces risques. Je veux mettre en place des règles. Alors ma donnée, pour gérer le cycle de vie de ma donnée, j'utilise différentes technologies, différents modes de stockage, tiers de stockage. Une grande partie de ma donnée va être gérée dans l'object storage. Pour moi, c'est facile, c'est une infrastructure disponible par des API extrêmement standards. Les API S3 ont été adoptés par les standards du marché. Je peux gérer ma donnée autour du stockage objet avec des outils tout à fait standards. J'orchestre avec Terraform. Donc j'ai beaucoup de données qui sont stockées dans des différents tiers de stockage S3 et je veux être sûr que je mets en place les bonnes pratiques de sécurité et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Donc avant de mettre en place certains réflexes, il faut connaître les risques qu'on peut avoir. Et les risques, ils vont être de différentes sources, différentes sortes et en fonction de ces risques, on va mettre en place des méthodologies différentes. Alors tout d'abord, le premier risque, c'est le risque humain, c'est vous. Donc j'entends très souvent, moi, en tant que product manager, des personnes qui me disent « Ah bah c'est bon, moi j'ai mon backup dans de l'object storage standard, c'est bon, j'ai mon backup ». Oui et non, parce que l'object storage standard, tout à fait adapté, classe de stockage tout à fait adapté au backup, c'est un outil, mais l'outil, il faut bien l'utiliser. Et la source première des pertes de données, c'est l'erreur humaine. Ça va être, je détruis un fichier, une database par erreur, j'écris avec un mauvais fichier. Donc c'est le premier responsable, c'est vous, et il faut donc prendre des règles pour éviter les erreurs humaines. La deuxième source de risque, ça va être toutes les sources non prévisibles, de type des fichiers corrompus ou des pannes géolocalisées, qui peuvent être un disque qui tombe, un problème réseau qui fait qu'un data center tombe ou une zone de panne n'est plus disponible. Ça va être un accident géographique qui fait que localisé dans une zone qui fait qu'on a une zone qui n'est plus disponible. Donc toutes ces sources
liées à des domaines de panne peuvent aussi générer de la perte ou de la non-disponibilité de la donnée. Et la troisième source importante qui a extrêmement grandi ces dernières années, du fait de la valeur des données aussi, c'est les attaques, les hackers, les ransomware. Entre 2020 et 2021, il y a eu 100% de croissance du nombre d'attaques, ça a doublé. Alors cette croissance, elle a tendance à ralentir, mais c'est un risque qui est extrêmement présent. Et aujourd'hui, c'est un des sources de soucis de beaucoup d'IT. On voit beaucoup d'hôpitaux qui nous appellent et qui veulent protéger leurs données, sauvegarder, faire des archives. Donc il y a ce risque de cyberattaque qui est très important. Donc face à ça, il est très important d'avoir une bonne gouvernance. La sécurité, ça doit être un no-brainer. Ce n'est pas un best effort. La mise en place de règles de sécurité, ça doit être un automatisme. On ne doit même pas y penser dans son quotidien, on doit avoir des réflexes. Moi, je fais beaucoup de montagne. J'aime beaucoup l'alpinisme. Quand je pars en montagne, on va aller gravir un col, on ne se pose pas de questions. Déjà, on se couvre pour le froid parce qu'il peut faire froid, même s'il fait très très beau en bas. Peu importe, on prend de quoi se couvrir et on part équipé, les crampons, le piolet et le HARVA, le fameux DVA, détecteur de victimes d'avalanche. Et il n'y a pas photo, on part avec, on ne se pose pas de questions. À partir du moment où on met un pied en dehors de la piste de ski, on a son DVA. Et si on ne l'a pas, on n'ose même pas marcher, même s'il n'y a aucun risque autour de nous. Ça fait partie des réflexes. Et donc, dans nos pratiques autour de nos data, ça doit être la même chose. On souhaite que vous ayez des réflexes et on souhaite, avec Laurent, rendre ces pratiques no-brainer pour vous, que ce soit un réflexe. Alors, on va les répéter. On va vous communiquer 5 règles. Peut-être que vous les connaissez déjà, mais comme toute règle de sécurité, il faut les rappeler régulièrement et les avoir bien en tête. Donc, la règle numéro 1, ça va être le versionning. Le versionning va permettre de se protéger contre des erreurs humaines. Elle va référencer les différentes versions des objets et vous protéger en cas de suppression accidentelle d'un objet ou d'un écrasement d'un fichier, parce qu'elle va garder les différentes versions. Elle va vous permettre également, lorsque un fichier est corrompu, d'aller faire référence à une ancienne version, suivant votre période de rétention que vous avez paramétrée, d'aller chercher un fichier, par exemple, d'il y a 4 jours, avant que cette corruption arrive, vous allez rechercher un fichier. Donc, associé à cette API, Put-Bucket Versioning, associé à cette API, on va mettre en place des règles de lifecycle pour évidemment ne pas garder énormément de versions avec tout l'historique depuis l'année dernière. Ça fera beaucoup trop de volume de données. Donc, on associe souvent le versionning avec du lifecycle pour donc se protéger contre la destruction non attendue de fichiers. Alors, la deuxième règle, qui va aussi suivre le versionning, qui va de pair avec le versionning, c'est l'immutabilité. Très, très important pour les backups. L'immutabilité, c'est le fait de rendre une donnée non modifiable. Vous avez votre donnée primaire qui est ouverte. Votre applicatif utilise la donnée, la transforme. C'est une donnée ouverte. Le backup, lui, doit être une donnée fermée, non modifiable. Et on va poser, grâce à une fonction qui s'appelle S3Lock, on va poser des lockés pour protéger ce backup et être sûr que personne n'a le droit d'aller le modifier. Et lorsqu'on veut restaurer un backup, lors de son plan de DRP, Recovery Plan, on pourra aller chercher une version et la restaurer en étant certain que même si un hacker s'est infiltré dans le SI, il n'aura pas eu la possibilité d'aller changer et d'encrypter ce backup puisque le backup était immutable. Donc on va mettre en place ces fameuses règles, le WORM, Write Once, Read Many. Et ces règles, on va pouvoir setter par cette API différents modes de rétention. On peut mettre une période de rétention ou un mode légal. Le mode légal est un cadenas illimité dans le temps. Et on va mettre également un mode de gouvernance ou de compliance. La gouvernance veut dire que vous faites confiance à certains administrateurs et vous leur laissez le droit uniquement à eux de déloquer ce backup. Ou le compliance mode, c'est que pour des raisons légales, vous garantissez que personne, même pas votre administrateur, ne pourra modifier ce backup. Ensuite, la troisième règle qu'il faut avoir en tête,
c'est ces fameuses réplications de données, le nombre de jeux de données que vous allez conserver. Alors, on prône quand même la frugalité dans les données. Il ne faut pas démultiplier les jeux de données, mais il faut en avoir le nombre juste. Donc, le nombre de copies de vos données, ça va dépendre de la criticité de vos données. Vous avez, grâce aux API S3 et à nos différentes classes de stockage, différentes possibilités de copie de vos jeux de données d'une région à une autre, d'une classe à une autre, par une API S3 de réplication asynchrone ou un simple fichier rclone qui va vous permettre, vous allez dans notre manager, vous téléchargez ce fichier rclone et vous allez très facilement pouvoir poser des règles de réplication. Alors la réplication de données, elle va se faire en fonction de la criticité de vos données. Si je prends un exemple assez standard dans l'industrie, les données critiques, on va les sauvegarder toutes les 24 heures pendant une semaine. Ensuite, on va les sauvegarder pendant tous les mois pendant 1 an. Et enfin, chaque année, on va copier cette donnée et faire une archive. Ensuite, la réplication peut se faire de manière synchrone ou asynchrone avec des espaces de temps plus ou moins étalés. Ces paramètres-là vont devoir être pensés et mis en place en fonction du RPO et RTO qui sera attendu par la criticité de vos données. Donc c'est la mise en place, tout ça, ça permet de mettre en place la fameuse méthodologie 3-2-1, 3 copies, 2 supports et un site off-site, 2 médias et un site off-site. Alors en faisant cette réplication, la donnée elle va circuler évidemment, et elle va circuler chiffrée puisqu'en Object Storage, on commande ces opérations par CLI, par API et tout est envoyé en données cryptées grâce au protocole HTTPS. Et lorsque la donnée sera sauvegardée sur les disques, vous avez la possibilité également d'encrypter cette donnée grâce à un protocole SSEC et vous apportez votre propre clé. Ici, on voit l'API utilisée, Encrypt My Object, pour encrypter la donnée avec vos propres clés sur les disques. Donc jusqu'ici, on a vu 4 règles assez simples à mettre en place. Et je vais finir avec une 5e règle. J'en donnerai pas plus parce qu'on veut que ça reste simple et que ce soit bien un réflexe. La 5e règle, c'est sûrement la plus basique, mais c'est la plus importante. Et vous n'êtes sûrement pas débutant, mais c'est tellement un basique que c'est important de la rappeler. Si on regarde les 3 plus gros hackings qu'on a vus cette année, je prends l'exemple par exemple d'Uber. La faille qu'a rencontrée la société Uber, c'était le vol d'un de ses passwords d'administrateur. Donc la 5e règle, ça va parler de user policy. C'est très très important de contrôler ses profils, ses users, et de bien gérer ses accès. Et donc ça, c'est important de le faire. Et ce qui est important, c'est de très régulièrement, tous les mois, d'analyser qui sont ces utilisateurs, quels sont les accès quels sont les accès que j'ai donnés à mes utilisateurs. Un screening de tous vos buckets et de tous vos utilisateurs mensuels. Donc ça, c'est assez bien, assez facilité par ce qu'on appelle les S3 policy, aujourd'hui que vous pouvez setter et télécharger sur nos classes d'Object Storage, Hyperf, Standard et Cold Archive. Vous téléchargez des user policy, et donc vous déclarez des droits par user, par bucket, bientôt par bucket, et par objet. Donc, important de ne pas laisser des petites étoiles dans ces S3 policy, donnant accès à tout le monde et à toutes les actions. Donc, c'est vraiment la règle numéro 1 à respecter. Donc, nous avons vu ensemble 5 règles: versionning, immutabilité, le 3-2-1, l'encryption, le contrôle des accès. J'espère que ça doit être un réflexe, un no-brainer. On ne doit pas faire de compromis sur la sécurité. Nous, on s'efforce, OVH Cloud, en tant que cloud provider, de vous dégager de la gestion de vos infrastructures, de rendre ces infrastructures de stockage faciles d'accès par des API. En revanche, c'est à vous de bien réfléchir sur vos types de données, de bien classer votre donnée et de mettre en place ces règles. Donc j'espère qu'elles vont être simples. Elles sont simples pour vous, elles doivent l'être, c'est important. Security first. Et on va maintenant vous faire une démonstration avec Laurent.
Alors du coup, pour illustrer quelques-unes des règles que Charlotte a rappelées ici, je vous propose de partir avec un cas, use case. C'est celui d'une application qui va générer des rapports de risque météorologique pour l'aviation, notamment pour l'aviation militaire. Vous vous doutez bien que les missions de combat sont des missions à haute criticité, donc tous les risques doivent être pris en compte, notamment les risques météorologiques. Vu le prix du coucou, effectivement, on fait gaffe, quoi. Donc du coup, j'ai mis un schéma ici, le cas très simplifié du cas qu'on veut illustrer, c'est vous avez l'application et qui génère des rapports. Donc c'est des rapports de risque météo qui sont consommés par un analyste météo, les planificateurs de missions au sein de l'armée de l'air. Comment cette application génère-t-elle ces rapports? En fait, elle se base sur des fichiers GRIB qu'elle télécharge depuis Internet. GRIB, c'est un modèle, c'est un format de fichier qui est utilisé dans le standard météo pour tout ce qui est analyse de prédiction, en fait. Donc là, j'ai mis un petit exemple. Alors, petit exemple d'une arborescence de fichiers GRIB. Comme vous pouvez le remarquer, c'est des fichiers, c'est très gros fichiers. Il y en a énormément. Là, c'est juste une toute petite partie, c'est une petite capture d'écran. En réalité, il y a des milliers et des milliers de fichiers. Ce pas des petits fichiers, c'est des gros fichiers. Et puis, autre chose qui est important à savoir, donc je vous ai mis une petite frise de temps, c'est que ces fichiers GRIB, en fait, ils sortent toutes les 6 heures. Ça dépend du modèle météo que vous utilisez. Là, dans l'exemple, j'ai mis le modèle GFS. Donc, c'est le modèle GFS, c'est le modèle de prédiction météo américain qui est émis par la NOAA. Et ce modèle-là, en fait, il a une mise à jour toutes les 6 heures. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un runtime. Donc, du coup, pourquoi c'est important cette histoire de versionning? Donc, du coup, le premier scénario qu'on va faire, c'est j'ai mon application. Elle va télécharger ces fichiers GRIB, elle va les mettre dans un bucket. Donc, on a une offre chez OVH dans notre Object Storage qui s'appelle iPerf. Et donc sur ce bucket iPerf, j'ai activé le versionning. Petit aparté, pourquoi iPerf? Parce que vu la taille des fichiers, ce sont des opérations très compute intensive pour pouvoir lire et analyser ces fichiers-là en fait. Donc pourquoi le versionning aussi? C'est parce que ces fichiers GRIB, comme je l'ai dit, ils sortent toutes les 6 heures, il y a des mises à jour. Sauf que au lieu de sortir juste le diff toutes les 6 heures, la NOAA vous ressort tout le modèle tous les 6 heures. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir du versionning, parce que si un expert météo il fait son analyse et que toutes les données d'un certain runtime ne sont pas complètes, il est obligé de se baser sur les runtimes précédents en fait, pour pouvoir compléter son analyse. Donc là, du coup, on va lancer la petite démo très rapidement. Du coup là, donc là j'ai ouvert ma console AWS. Juste pour un petit aparté, notre produit a pour ambition en tout cas d'être 100% compatible avec l'API S3 d'AWS. Donc là j'ai un utilisateur tout à l'heure, et là je vais créer un bucket dans la région de Gravelines, qui est une de nos régions. Donc là, je remarque que mon bucket qui va stocker les GRIB a bien été créé. Et là, je vais activer le versionning sur ce bucket. Du coup, une fois que le versionning est activé, je vais vérifier quand même qu'il est bel et bien activé en lançant la commande qu'il faut. Donc là, il me dit status enabled. Le versionning est activé. OK, cool. Maintenant, je vais simuler le fait que mon application va télécharger ces fameux fichiers GRIB. Donc là, je vais juste en télécharger un, en uploader un dans mon bucket. Mais vous voyez un peu le scénario, quoi.
Donc voilà, donc le fichier est uploadé. Donc là, je le vérifie à travers ma web console. Il est bien là. Et voilà, juste pour le fun, je vais en reploader un autre pour simuler les différents runtime en fait. Donc voilà, donc là j'ai deux fichiers. Là je vais vérifier en fait les différentes versions, donc en faisant tout simplement une commande qui va me lister les différentes versions de mon objet. Donc là je vois bien que j'ai deux numéros de version différents. Et là, ensuite, je vais simuler la création du rapport. Donc là, je suis dans le cas où mon expert météo va pouvoir générer un rapport. Donc là, j'ai créé un autre bucket qui s'appelle Reports, dans lequel je vais activer l'object lock, donc pour garantir l'immutabilité de mon objet, parce que étant donné que ces risques météo sont très touchy, les missions, la planification de missions militaires est très touchy, il n'y a pas intérêt à ce qu'un agent étranger vienne vous supprimer votre rapport. Donc là, j'ai activé l'object lock sur ce bucket, et là, comme vous pouvez le voir, il y a une rétention d'un jour. Donc pendant 24 heures, votre rapport ne pourrait pas être supprimé. Donc là, j'ai uploadé tout à l'heure un fichier, un rapport. Donc là, vous pouvez voir un exemple qui s'appelle Wind Analysis, donc dans le fichier, dans le bucket Reports. Et j'ai listé les versions et je vois bien que j'ai un fichier voilà, avec son numéro de version. Donc là, ce que je vais tenter, c'est je vais essayer de le supprimer pour voir. Je suis un agent étranger, je vais tenter de supprimer ce fichier en me basant sur son ID version. Et là, effectivement, je vois bien que je n'ai pas le droit de le faire alors que je suis le propriétaire du bucket en question. Donc là, effectivement, la règle d'immutabilité a bien été respectée. Donc voilà, donc ça c'était pour le premier scénar. Le deuxième scénar, c'est effectivement là, j'ai quelqu'un de l'armée de l'air qui va venir récupérer ce rapport-là. Et là, il s'agit de vérifier que seules les personnes autorisées au sein de l'armée de l'air ont les droits pour récupérer ce rapport. Donc là, j'ai créé un autre utilisateur qui s'appelle test IAM policy, bon, super inspiré. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé son fichier policy. En gros, le fichier où sont écrits ses droits et ses autorisations. Et là, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, le fichier était vide. Donc en gros, mon utilisateur n'a aucun droit. Et là, ce que je fais, c'est que je vais essayer de télécharger avec ce user-là le rapport. Mais là, je vois bien que je n'ai pas les droits, j'ai access denied. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui créer un fichier policy. Donc, vous remarquerez juste la syntaxe, c'est exactement la même que la syntaxe des fichiers IAM qu'utilise Amazon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je rattache ce fichier policy à mon utilisateur. Donc dans ce fichier policy, je lui avais mis des droits en lecture. Et là, je retente l'opération. Bon, ça ne marche pas encore, ça prend quelques instants pour que ce fichier-là soit pris en compte. Bon, là, j'ai relancé la commande. Et là, j'ai succès, j'ai bien réussi en faisant un get object à télécharger mon objet, juste en lui donnant les bonnes policies. Donc voilà, c'était le deuxième scénario. Après, on peut aller un tout petit peu plus loin, mais le temps nous manque un peu. C'est le cas de l'archive et du backup dont Charlotte a parlé tout à l'heure. Donc backup, si je veux backuper quand même les rapports que je génère. Et plus tard,
Je veux pouvoir aussi pousser les rapports, aussi bien les rapports que mes fichiers GRIB dans de l'archive, notamment pour des besoins de climatologie qui se basent en fait sur des données vieilles de 30, 40, 50 ans en fait. Et ces offres-là, vous les retrouverez bien sûr chez OVH dans notre offre Object Storage. Voilà, Charlotte, si tu veux conclure. Merci beaucoup Laurent, j'espère que ça vous a servi, que vous repartez bien armés pour travailler sereinement, sans vous soucier ni de vos infrastructures, ni de votre sécurité, mais tout en la mettant en place comme un réflexe. C'était l'objectif de ce talk. Je vous invite à tester nos classes de stockage, dont l'archive, la classe de stockage Cold Archive, qui est en bêta test actuellement. Et n'hésitez pas à poser vos questions. On a notre roadmap qui est public sur GitHub. On répond tous les jours sur le Discord. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Et profitez-en aussi ici. Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Merci beaucoup.